Merci, bonjour à tous. Donc, Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que hier, je crois qu'on ne m'a pas bien entendu, hier après-midi, donc j'espère que ça va être mieux là ce matin. Alors, je vais vous présenter, j'allais dire entre guillemets, l'actualité du droit, en tout cas pour les implants cochléaires. Donc, ma présentation est vraiment adaptée en fonction des besoins pour l'implant cochléaire. Donc c'est sous forme de petit journal, parce que c'est une actualité, donc c'est sous forme de petit journal. Alors on va y arriver, voilà. Donc d'abord, première chose qui me semble important de voir ce matin, c'est la question du taux d'incapacité. Donc en fait, c'est l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, qui est un document assez important, parce qu'en fait, il fait à peu près 70 pages. Et ce document est le guide barème sur lequel la maison départementale des personnes handicapées va se fonder pour fixer un taux d'incapacité. Et à partir de là, ça va permettre d'ouvrir des droits ou pas à certaines prestations. Donc là, en l'occurrence, ce document est très intéressant, il est en ligne sur Internet, vous pouvez y avoir un accès assez facile. Et le chapitre qui nous concerne plus particulièrement, c'est le chapitre 3, qui est le chapitre lié à la déficience sur l'audition. En fait, on a 3 tranches de taux d'incapacité, pour essayer de faire simple et de résumer un peu tout ça. On peut avoir un taux d'incapacité inférieur à 50%, ça ne peut pas vraiment de droit, si ce n'est éventuellement la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ou bien on a un taux entre 50 et 79%, et là ça ouvre un petit peu plus de droits, et notamment éventuellement si on remplit une condition supplémentaire, l'allocation aux adultes handicapés. Et puis, si on a un taux au-delà de 80%, ce qui est le cas, d'après ce que j'ai compris, pour toutes les personnes qui ont un implant cochléaire, à ce moment-là, donc c'est un taux de plus de 80%, et là, ça ouvre droit à forcément plus de droits, et donc notamment la carte d'invalidité, sur laquelle je vais y revenir. Alors, je vais y arriver. C'est un nouvel outil pour moi, c'est Prezi. Et donc il me faut un petit temps d'adaptation, mais je vais y arriver. Voilà. Donc comme je vous l'indiquais, c'est dans cette annexe, donc ce guide barème qui s'appelle l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, le chapitre 3 est donc relatif à la déficience auditive. Et il y a une indication qui est extrêmement importante dans ce guide barème, c'est que ce guide explique que la mesure de la déficience auditive, elle est faite sans appareillage. Donc ça veut dire que les équipes pluridisciplinaires, quand on remplit le dossier MDPH, on est sur ce fameux dossier de MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, quand on remplit ce dossier, pour pouvoir demander notamment la carte d'invalidité, il faut joindre donc un certificat médical qui fait 4 pages, et on joint également un audiogramme. Il faut que l'audiogramme, pour la demande de carte d'invalidité, eh bien, on va prendre en compte le fait que ce soit fait sans appareillage. Et si en plus il y a une déficience du langage, à ce moment-là, le taux d'incapacité peut évidemment s'augmenter, en tout cas il s'additionne. Et donc concrètement, comme je vous l'indiquais, si on a un taux d'incapacité de plus de 80%, eh bien ça ouvre droit à la carte d'invalidité. La carte d'invalidité, en résumé, c'est une carte qui permet une demi-part d'imposition supplémentaire. C'est une carte qui permet d'ouvrir droit à une priorité dans les files d'attente. C'est une carte qui reconnaît en fait les besoins de demi-part d'impôt surtout. Oui, c'est ça, demi-part d'impôt. 10 minutes. J'ai dit supplémentaire. Oui, 10 minutes, tout à fait. Demi-part en moins, pardon. En moins. Donc voilà, c'est une carte qui peut ouvrir des droits, pas de prestations, mais ensuite par rapport à l'aspect fiscal, et puis également sur en public, donc la question de la priorité dans les files d'attente, comme je disais, et la station debout pénible, puisque c'est reconnu par cette carte. Ensuite, quelques mots sur la prestation compensation. Alors, la prestation compensation, c'est une prestation qui a été créée par la loi du 11 février 2005, qui est assez récente, donc ça fait une dizaine d'années que ça a été mis en place. Et cette prestation, il y a 5 éléments.
dedans. Donc il y a l'élément de l'aide humaine, il y a l'élément relatif à l'aide technique, il y a un élément relatif à l'aménagement du logement et du véhicule, il y a également tout ce qui concerne les aides spécifiques ou exceptionnelles, et puis le dernier élément, ça concerne les aides animalières. Donc nous, on va s'intéresser uniquement aux aides techniques et ensuite aux aides spécifiques et exceptionnelles. Mais d'abord les aides techniques. Alors il y a un document qui est intéressant également, qui nous concerne aussi aujourd'hui, c'est l'arrêté du 28 décembre 2005, qui fixe en fait les 4 éléments de la prestation de compensation. La PCH, c'est la prestation de compensation, en sachant que concrètement, on va prendre en main pour savoir ce qui est remboursé ou pas par la sécurité sociale et ce qui peut éventuellement être pris en charge par la prestation de compensation. Eh bien, on va prendre ces 2 documents-là. Donc, on a d'un côté l'arrêté du 28 décembre 2005 et d'un autre côté, on a la liste des produits et des prestations remboursables qui sont remboursés donc par la sécurité sociale. D'un côté, on a un document qui fait une dizaine de pages, donc l'arrêté du 28 décembre 2005, et puis la liste des produits et des prestations remboursables qui fait à peu près 1000 pages, qui évolue de façon très fréquente sur la question de cette prise en charge. Alors on a 3 cas de figure, mais je vais faire simple, parce que comme c'est pas forcément évident, je vais faire très simple. Donc on a un premier cas de figure que je vais très rapidement, sur lequel je vais très rapidement passer, parce que ça ne concerne pas vraiment aujourd'hui. Donc c'est soit l'aide technique, elle figure sur cette liste des produits et des prestations remboursables par la sécurité sociale, mais en fait n'est concerné ici que les audioprothèses, donc ça ne nous intéresse pas pour l'implant cochléaire. En revanche, il y a un deuxième cas de figure qui va nous intéresser, c'est dans l'hypothèse où l'aide technique dont on a besoin, elle ne figure pas sur la liste des produits et des prestations remboursables, et à ce moment-là, la prestation de compensation peut venir en complément. Il faut bien comprendre que la priorité, c'est le remboursement par la sécurité sociale, ensuite les remboursements par la mutuelle, et c'est ce qui reste à charge. C'est-à-dire ce dont on parle là avec la prestation de compensation, c'est ce qui reste à charge, puisque la prestation de compensation est une allocation subsidiaire, qui vient vraiment si on n'a pas d'autres remboursements. Donc par exemple, dans ce cas de figure-là, dans l'hypothèse où l'aide technique ne figure pas sur la liste des produits et des prestations remboursables par la sécurité sociale, eh bien la prestation de compensation peut venir financer les aides techniques qui figurent dans cet arrêté. Et par exemple, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est les exemples, c'est dans le cas où on a besoin d'un téléphone visuel et audiophone, dans le cas où on a besoin d'un téléphone à amplificateur de son et accessoires, ou dans le cas éventuellement où on a besoin d'un système personnel d'alarme d'urgence. Et en fait, le montant, il est directement dans ce fameux arrêté, où on a directement le montant qui est pris en charge. Et puis, dernier cas de figure, c'est l'hypothèse où finalement, cette aide technique dont on a besoin, elle ne figure ni sur la liste des produits et des prestations remboursables, ni sur l'arrêté du 28 décembre 2005. Et à ce moment-là, la loi dit qu'on peut prendre en charge à hauteur de 75% du coût d'achat, dans la limite de 3 960 € sur 3 ans. Dans tous les cas, l'aide technique, le principe, c'est que ce n'est pas au-delà de 3 960 € par an, enfin sur 3 ans qui est accordé, ça n'est pas au-delà, sauf si le montant, il y a une exception, mais elle ne nous concerne pas. Donc je vais faire simple. En résumé, dans l'hypothèse où l'aide technique dont on a besoin, elle ne figure ni sur la liste des produits et des prestations remboursables, ni sur l'arrêté, c'est 75% du coût d'achat qui est pris en charge, qui peut être pris en charge par la prestation de compensation. Ensuite, la prestation de compensation, comme je vous disais, elle permet aussi de prendre en charge, donc on a vu les aides techniques, mais elle peut aussi prendre en charge les aides spécifiques. Donc finalement, qu'est-ce que c'est une aide spécifique? Donc c'est une dépense permanente et prévisible qui est liée au handicap et qui n'ouvre pas droit à une autre prise en charge au titre de la prestation de compensation. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'il n'y a pas de liste limitative. Donc finalement, ça laisse sujet à une interprétation assez vaste, assez variée et très différente d'une maison départementale à une autre. Et on a donc 2 cas de figure. Alors, hop, je vais repasser. Voilà. 2 cas de figure, voilà. Donc, soit l'aide spécifique dont on a besoin, elle figure dans la liste des produits et des prestations remboursables, et à ce moment-là, on va prendre le tarif, c'est donc celui qui est indiqué dans l'arrêté du 28 décembre. Et alors,
On a vu hier, il y a deux produits qui ne nous concernent absolument pas. Donc autant dire que ce cas de figure, on peut l'oublier et qu'il ne reste que le deuxième cas de figure, c'est-à-dire que l'aide spécifique ne figure pas dans la liste des produits et des prestations remboursables. Et à ce moment-là, c'est 75% du coût. La prestation de compensation peut prendre en charge 75% du coût dans la limite de 100 € par mois pendant 10 ans. Et c'est là où je dis qu'il faut demander l'assurance de l'implant coquellaire à ce titre-là. Voilà, parce que la loi ne me dit pas que c'est pas possible, la loi me dit qu'a priori, il n'y a pas de liste limitative, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas demander la prise en charge de l'assurance à ce titre-là, donc au titre de l'aide spécifique. Alors vous avez bien compris, en fonction de l'aide dont on a besoin, le montant n'est pas le même. C'est pour ça que c'est important au départ de savoir si c'est une aide technique, une aide spécifique et une aide exceptionnelle, parce qu'on va voir après l'aide exceptionnelle. Et ensuite, donc sur la question de l'aide exceptionnelle, donc qu'est-ce que c'est une aide exceptionnelle? C'est une aide dans laquelle on a besoin de façon très ponctuelle d'un soin ou de frais. Et là encore, il n'y a pas de liste limitative. Et on a par exemple, ça peut être le cas de frais de réparation ou d'installation d'aide technique qui ne pourraient pas être pris en charge. En tout cas, ce qui reste à charge, on pourrait très bien dire que dans les frais de réparation ou d'installation d'aide technique, eh bien, on pourrait voir la prestation de compensation prendre un certain montant qu'on va voir ensuite. Ça peut être également les soins non pris en charge par la sécurité sociale, mais qui sont mentionnés par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans l'hypothèse où la MDPH décide qu'en effet, il y a certains soins qui sont importants pour la personne, elle va les mentionner dans le plan personnalisé de compensation, et de ce fait-là, ça pourrait être pris en charge au titre de l'aide exceptionnelle, et puis également les frais de formation. Alors, j'ai mis à certaines techniques, notamment la LSF, mais les frais de formation, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont reconnus, a priori, il n'y a pas de difficulté. Et là, le montant, vous allez voir, il est aussi différent, puisque c'est 75% du prix, dans la limite de 1 800 € sur 3 ans. Donc, la prestation de compensation, en résumé, et à garder en tête, si on n'a que ça à garder en tête, c'est qu'on peut avoir sur le reste à charge, une fois que la sécurité sociale a pu prendre en charge, une fois que les mutuelles ont pu prendre en charge, il peut y avoir un reste, ce qui reste à charge peut être pris en charge au titre de la prestation de compensation. Donc ça suppose de déposer un dossier devant la MDPH avec un certificat médical, un audiogramme, il y a une équipe pluridisciplinaire qui se prononce et surtout il y a une commission des droits et de l'autonomie qui se réunit et qui rend une décision sur cette question-là. Et enfin, un petit mot sur le dossier MDPH. Donc j'ai dit quelques mots, mais plus précisément, il y a une notion importante dans ce dossier-là qui s'appelle le projet de vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu quand vous remplissez ou pas, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà rempli ce type de dossier-là, mais si c'est le cas, il y a une notion, c'est en page 4, qui s'appelle « Expression des besoins et de l'attente de la personne », et entre parenthèses, il est écrit « projet de vie ». Sauf que projet de vie, selon moi, ça ne porte pas la bonne appellation, parce qu'on ne va pas aller raconter que voilà, on va faire tel métier, on va partir dans tel pays. Non, c'est pas ça que l'équipe pluridisciplinaire a besoin de savoir. L'équipe pluridisciplinaire a besoin de savoir comment se passe votre quotidien, comment vous vivez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et donc, pour votre handicap en particulier, donc pour l'implant cochléaire, je considère qu'il y aurait 3 documents à joindre pour faire ce qu'on appellerait le projet de vie. Donc il y aurait un premier document qui s'appellerait un courrier d'accompagnement dans lequel vous exprimeriez en fait vos demandes, vous expliquerez que vous souhaitez la prestation de compensation, que vous aimeriez une aide technique parce que vous avez besoin d'un téléphone, vous avez besoin d'une assurance pour l'implant, et donc vous allez résumer vos demandes. Et c'est également important à ce stade-là d'expliquer que vous souhaitez être entendu devant la Commission des droits et de l'autonomie, en tout cas si vous le souhaitez, c'est-à-dire que si vous souhaitez vous exprimer et expliquer votre handicap de façon plus précise devant la Commission des droits et de l'autonomie, c'est intéressant à ce moment-là de l'expliquer, que vous voulez être convoqué par la Commission des droits pour pouvoir vous expliquer devant eux. Il va être également intéressant de faire une journée type. Alors, on évoquait hier la question de faire 2 journées types. La journée type sans appareillage et la journée type avec appareillage.
Et en fait, l'idée, c'est de vous mettre à la place de l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire d'arriver à leur expliquer les difficultés que vous avez au quotidien, quart d'heure après quart d'heure. Donc c'est finalement quelque chose de très très détaillé, où j'allais dire heure après heure, hein, en fonction de vos besoins. Mais comment ça se passe pour le lever? Est-ce qu'il y a un réveil? Est-ce que c'est votre conjoint? Voilà, c'est expliquer vraiment sur une journée de 24 heures comment ça se passe, du lever jusqu'au coucher, et comment ça se passe la nuit. Est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que vous avez besoin d'une aide technique la nuit? Donc l'idée, c'est d'être très précis et d'avoir à la fois une journée type pour le jour où, quand il n'y a pas d'appareillage, parce que comment ça se passe le jour où vous avez abîmé, que vous n'avez pas un rendez-vous tout de suite, où il y a une perte, voilà, comment ça se passe, où il n'y a pas de pile et vous n'avez pas de chargeur sur vous. Voilà, donc l'idée, c'est de décrire à la fois avec appareillage et sans appareillage. Et le dernier document qu'on évoquait hier, c'était finalement qu'est-ce que c'est un implant cochléaire. Donc vous le savez, mais moi par exemple, j'ai rencontré donc il y a quelques mois l'association CISIC, mais je ne savais pas exactement ce qu'était l'implant cochléaire, donc j'ai fait des recherches, j'ai vu le site de l'association qui est extrêmement bien fait et sur lequel j'ai appris beaucoup de choses, et puis je me suis renseignée de mon côté en plus, et donc je trouve que ce serait intéressant de faire, comme on disait, un document type dans lequel il y aurait la description sur une ou deux pages de ce qu'est un implant cochléaire, combien ça coûte, parce que là aussi pour moi ça a été une découverte de savoir combien ça coûte, quels sont les remplacements qu'on a, quels sont les besoins qu'on a, les accessoires, et donc ce serait très intéressant sur une ou deux pages d'avoir un document type qui serait transmis en même temps dans ce dossier MDPH pour que les équipes pluridisciplinaires connaissent mieux ce qu'est cette aide technique et l'aide qu'elle vous apporte. Donc voilà en gros sur ce que je pouvais vous dire sur le dossier MDPH. Et ensuite, je terminerai juste par deux mots. Évidemment, parce que là aussi c'est l'avocate qui parle, et quand on n'est pas satisfait d'une décision qui a été rendue par la commission des droits, vous avez compris qu'une fois que vous déposiez votre dossier, il y a l'équipe pluridisciplinaire, ensuite il y a la commission des droits qui statue, et ensuite vous recevez la décision à votre domicile, et vous avez toujours la possibilité d'effectuer un recours contre cette décision si elle ne vous plaît pas. Et donc il y a deux recours possibles, soit ça va être un recours gracieux, ça veut dire qu'on va de nouveau réenvoyer un courrier recommandé à la MDPH en expliquant qu'on n'est pas satisfait de la décision qui a été rendue. Éventuellement, si c'est pour un taux d'incapacité, on va joindre le guide barème si on ne l'avait pas fait avant avec la page sur le taux d'incapacité. Et puis on va expliquer que on souhaite de nouveau que notre dossier soit réouvert et qu'on puisse être réentendu pour qu'on n'ait pas à passer devant le tribunal. Parce que si jamais le recours gracieux ne passe pas, ou si jamais vous ne souhaitez pas faire de recours gracieux et aller directement faire un recours contentieux, la voie qui reste, c'est le tribunal du contentieux d'incapacité. Il y en a un par région, et en fait, quand vous recevez la décision de la commission des droits, il est écrit les recours. Normalement, c'est écrit les voies de recours qui sont possibles. Donc il y a notamment, comme je disais, le recours gracieux, et puis également la saisine du tribunal. En sachant que l'avocat n'est pas obligatoire, vous avez la possibilité tout à fait de vous déplacer seul avec un membre d'une association s'il y a besoin. Donc voilà, en résumé, en quelques mots, parce que je pourrais parler encore des heures et des heures sur ce sujet. Donc j'espère que mes explications vous aideront à demander vos droits devant les MDPH. Voilà, merci.